Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la visite prochaine du président Xi Jinping en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang Ming, a déclaré que la visite du président Xi au Moyen-Orient revêtait une grande signification, alors que la Chine cherche à renforcer l'engagement constructif avec la région. Il a déclaré que l'Arabie Saoudite était le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, et que la Chine constituait le second partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le président Xi rencontrera le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et participera à la signature d'importants accords de coopération. Le président Xi se rendra ensuite en Égypte, alors que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre dans le pays en 12 ans. Il rencontrera le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que le premier ministre et d'autres membres du cabinet. Lors de sa dernière étape, le président Xi se rendra en Iran et s'entretiendra avec son homologue Hassan Rouhani en vue de planifier le développement futur des relations bilatérales. Quelle est la position de la Chine sur les conflits actuels au Moyen-Orient et quelle est sa vision des relations sino-arabes? Reportage. Mercredi, la Chine a publié son premier document sur la politique arabe qui souligne sa vision officielle sur les relations sino-arabes. Selon la formule de la Chine 1 + 2 + 3, la coopération énergétique sera le cœur de la relation. La construction de l'infrastructure et la facilitation du commerce et de l'investissement seront les ailes soutenant ce cœur, tandis que le nombre 3 se réfère aux 3 progrès, une liste de souhaits pour la coopération future dans l'énergie nucléaire, les énergies nouvelles et propres et l'aérospatiale. Cependant, les conflits en cours et les disputes menacent la stabilité du monde arabe et la menace du terrorisme affecte le sentiment global. Voici 2 choses que la Chine n'a jamais fait et qu'elle ne fera jamais. La première, c'est une intervention militaire. La deuxième, c'est le soutien à l'un ou l'autre des côtés. La Chine essaie de garder de bonnes relations avec tous les pays au Moyen-Orient et fait des efforts pour mettre fin au conflit et arriver à des accords de paix. Du côté des questions plus générales, la Chine promet des négociations complètes sur un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe et propose de travailler sur des questions liées à la sécurité et au partage des renseignements. L'Arabie Saoudite est la première étape de la visite au Moyen-Orient du président Xi Jinping. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques relativement tard, dans les années 90, mais depuis celles-ci ont connu une rapide progression. CCTV s'est entretenu avec le président de l'association pour l'amitié sino-saoudienne. Je suis fasciné par la Chine en raison de son grand peuple. Ils sont amis avec le monde entier. J'aime la Chine car c'est un modèle de succès. Ils ont accompli tant de choses au milieu de circonstances difficiles. J'espère que l'Arabie Saoudite et la Chine parviendront à pousser cette amitié plus en avant. Nous sommes optimistes tant que nous demeurons sur cette voie de respect mutuel. L'Arabie Saoudite est un pays riche en ressources énergétiques, bien que faible sur le plan des infrastructures, domaine dans lequel la Chine est un bâtisseur expérimenté, mais qui désire davantage d'énergie pour maintenir sa croissance. L'Arabie Saoudite a pendant des années constitué l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine et le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, tandis que la Chine constitue le deuxième partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Les responsables gouvernementaux des deux parties déclarent que les deux pays partagent une immense complémentarité économique et qu'il y a là un immense potentiel de coopération. Lors de la prochaine visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, les deux pays s'attendent à la signature d'une série d'accords liés à la coopération sous l'initiative d'une ceinture et une route, des technologies spatiales et d'aviation et du secteur énergétique nucléaire. La visite est saluée par de nombreuses entreprises saoudiennes qui souhaitent approfondir leur partenariat avec la Chine. La société Saudi Arabia Basic Industries Corporation, ou SABIC, basée en Arabie Saoudite, est l'un des plus grands producteurs pétrochimiques du monde et la plus importante entreprise publique d'Arabie Saoudite. L'entreprise attache une grande valeur aux 30 années de relations commerciales avec la Chine et possède 18 joint ventures sur la partie continentale chinoise. Dans l'intervalle, le PDG de SABIC pense que les relations entre son entreprise et la Chine se renforceront comme jamais.
La Chine a toujours été l'un des plus importants marchés pour nous. Nous ne faisons pas que vendre des produits en Chine, nous essayons également de transformer cela en importantes usines. C'est une stratégie très importante pour nous qui reflète la force de notre entreprise à renforcer la coopération avec la Chine. Le PDG de SABIC attend beaucoup de la visite du président chinois de cette semaine et pense que l'Arabie Saoudite a beaucoup à apprendre de la Chine, en particulier en termes de transformation économique. Le PDG déclare que la délégation chinoise de haut rang envoyée à Riyad pour la visite d'État montre l'engagement de la Chine à construire des liens étroits. Nous sommes très heureux de savoir que des hauts représentants du ministère du Commerce et de la Commission nationale du développement et de la réforme feront partie de la délégation. Ils renforceront la coopération entre la Chine et l'Arabie Saoudite dans de nombreux domaines. La Chine et l'Arabie Saoudite ont développé une relation stable et une relation mutuellement bénéfique. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures et les services de main-d'œuvre. Comme SABIC, de nombreuses entreprises saoudiennes cherchent à forger des liens commerciaux étroits avec la Chine. Aucun doute concernant l'aide du président chinois lors de sa visite officielle. Le Conseil des directeurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures se réunit à nouveau ce lundi. La rencontre à huis clos doit définir les critères environnementaux et sociaux qui conditionneront l'approbation des projets. Ces critères font l'objet de beaucoup d'attention depuis que la banque a commencé à examiner les premiers dossiers d'investissement potentiels. Mais il est difficile pour les pays membres d'atteindre un consensus dans la mesure où leurs différences en termes de niveau de développement impliquent des attentes différentes en matière de développement, d'environnement et de droits sociaux. À l'ordre du jour se trouve également la liste des membres du Conseil des directeurs qui sera rendue publique à l'issue de cette réunion. Le Conseil des affaires d'État chinois a publié de nouvelles indications en soutien au développement du traitement du commerce dans le pays. Il dit que la Chine fait face à des défis dans le domaine en raison de la hausse des coûts et de la baisse des avantages comparatifs ces dernières années. Le Conseil encourage les manufactures chinoises à se focaliser sur l'innovation high-tech, à étendre leurs chaînes industrielles, à renforcer leur compétitivité et à équilibrer le développement dans tout le pays. Par ailleurs, il dit que la Chine va attirer davantage d'entreprises étrangères qui vont établir leurs quartiers généraux en Chine. L'impact de l'affaiblissement du yuan sur le commerce extérieur chinois diminue. C'est ce que déclare le ministre chinois du Commerce, Gao Hucheng, dans une interview accordée à CCTV. Il affirme également qu'il ne s'inquiète pas du retrait de certains capitaux étrangers en Chine, car cela ne fait qu'illustrer l'amélioration de la structure économique du pays. La récente baisse du yuan a eu un impact limité sur les importateurs du pays en raison de la mise en place d'outils contre les fluctuations du taux de change grâce aux efforts du secteur financier. La réforme du taux de change du yuan a atteint un stade qui fait que le prix est largement déterminé par le marché. Avant, quand le taux fluctuait, les traders se plaignaient. Mais depuis que le marché prend ses propres décisions, les plaintes ont cessé car les gens savent qu'ils doivent se préparer à ces fluctuations plutôt que de toujours compter sur l'indexation au dollar. Monsieur Gao dit aussi que les investissements étrangers ont augmenté de 6% en 2015, malgré le fait que les industries les plus gourmandes en emploi quittent la Chine. Les industries des services et de la manufacture high-tech ont enregistré de bonnes performances, augmentant de 17 et de 9% respectivement. Quand nous avions juste ouvert notre marché, nous avions un avantage en termes de coût du travail et ces entreprises se déplaçaient en Chine d'ailleurs. Maintenant, avec la demande interne, la hausse du coût du travail et de la compétition, il est plus difficile de réaliser des profits. En conséquence, les entreprises étrangères changent leur stratégie. Toutefois, la plupart des entreprises étrangères ont toujours des perspectives positives en Chine. Et pour ce qui est de la demande chinoise en matières premières, M. Gao dit qu'elle est toujours à la hausse, malgré les pauvres performances du volume commercial total. La baisse des prix du pétrole et des matières premières fait gagner au pays 188 milliards de dollars et aide à faire baisser le coût de la vie en Chine. Beijing et Séoul intensifient leurs échanges commerciaux. D'après l'association coréenne du commerce extérieur,
Le volume des échanges entre la Corée du Sud et la Chine atteint 75,6 milliards de dollars au cours du dernier trimestre 2015. Ce chiffre qui dépasse les 71,7 milliards de dollars de commerce extérieur entre le Japon et la Chine fait de Séoul le deuxième partenaire commercial de Beijing. Grâce à l'accord de libre-échange sino-sud-coréen qui est entré en vigueur en décembre, le volume d'échange entre les deux pays devrait poursuivre son développement. À l'heure actuelle, les importations de Corée du Sud représentent 10,4% des exportations chinoises. Par ailleurs, au cours des 11 premiers mois de l'année 2015, la Corée du Sud a investi en Chine quelques 3,7 milliards de dollars, soit davantage que les investissements venant du Japon. La Banque centrale chinoise a déclaré qu'elle prélèvera les réserves obligatoires sur les dépôts en yuan placés par les établissements financiers étrangers à partir du 25 janvier. Selon les analystes, près de 200 milliards de dépôts en yuan seront prélevés. Par conséquent, l'offre offshore en yuan sera réduite. Pour le moment, les taux de réserve sont à zéro. Cette règle s'applique aux dépôts en yuan des établissements financiers étrangers placés dans des banques à l'intérieur du pays. Toutefois, sont exclus les banques centrales étrangères, les autorités monétaires, les organismes financiers internationaux, ainsi que les fonds souverains. Certains analystes pensent que ce communiqué a pour but de modérer les engagements des institutions financières dans des activités de spéculation. Il n'y a plus qu'à attendre de voir quel en sera l'impact. La chute de la bourse fait que 2015 restera longtemps gravé dans les mémoires des boursicoteurs chinois et le regain de volatilité constaté depuis le début de l'année a poussé le président du gendarme boursier chinois à commenter la situation. De mi-2014 à mi-2015, les détenteurs d'actions chinois étaient heureux. La bourse a gagné environ 150%. Mais cette joie a brutalement laissé place aux larmes. La chute des cours, la panique et la baisse des liquidités ont pris le relais et l'indice de la bourse de Shanghai a perdu les 2/5 de sa valeur. Le président de la commission de régulation boursière considère que cette chute était inévitable. Ces fluctuations anormales signifient que les marchés de la Chine sont encore immatures. Elles ont également révélé les failles du système de surveillance qui a été inefficace et incompatible avec la situation. C'est ce à quoi nous devons réfléchir. Nous devons approfondir les réformes et améliorer la supervision afin de réduire les risques et d'assainir le marché des capitaux. Et de préciser qu'à ses yeux, les marchés des capitaux servent à améliorer l'allocation des ressources et à soutenir l'économie réelle. Mais si les cours boursiers ne reflètent plus la valeur intrinsèque des entreprises, alors une bulle se forme et à terme éclate. Le marché des capitaux doit s'en tenir à son objectif de servir l'économie réelle. Nous devons contrôler les risques et juguler la spéculation. Dans cette optique, la commission de régulation boursière va s'attaquer aux délits d'initiés et aux manipulations boursières. La publication d'informations est une obligation pour les compagnies cotées. Certaines entreprises font de la rétention d'informations ou diffusent des informations trompeuses afin d'attirer les investisseurs. Au sujet de la réforme du système d'introduction en bourse, la Commission devrait mettre en place de manière progressive le nouveau système afin d'éviter la déstabilisation des marchés boursiers actuellement volatiles. Selon les dernières données du Bureau national chinois des statistiques, les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont augmenté en décembre. 39 des 70 plus grandes villes ont vu les prix des nouveaux logements s'élever par rapport au niveau de novembre. Les prix dans les villes de deuxième et troisième niveau restent cependant stables, avec 27 villes connaissant une baisse des prix. Sur une base annuelle, les prix des logements ont connu une hausse moyenne de 7,7% en décembre par rapport aux 6,5% en novembre. Selon les analystes, des mesures favorables telles que la hausse des taux d'intérêt et la réduction des versements d'acompte ont stimulé la hausse du marché. Le gouvernement chinois a encouragé l'accélération de la rotation des logements et les analystes prévoient que de nouvelles mesures seront prochainement lancées. L'agence de presse chinoise Xinhua News fait savoir que le propriétaire de la librairie de Hong Kong, qui était porté disparu depuis octobre, est en fait un fugitif originaire de la partie continentale de Chine. L'agence de presse ajoute que Gui Minhai s'est rendu de son propre chef à la police de la partie continentale de Chine l'an dernier. Il s'était enfui après avoir été condamné pour avoir causé un accident mortel.
Voici le véhicule impliqué dans l'accident de la route meurtrier qui s'est produit dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en décembre 2003. Une étudiante avait perdu la vie après avoir été renversée par l'homme d'affaires Gui Minhai. Peu avant cet épisode tragique, l'homme participait à un dîner. Le test d'alcoolémie indique que Gui Minhai avait 1,14 mg d'alcool par millilitre de sang. On sait que 0,2 de milligramme d'alcool signifie une conduite sous l'emprise de cette substance. 0,8 mg indique une conduite en état d'ivresse. Le résultat de l'examen veut donc dire qu'il était ivre lorsqu'il conduisait à ce moment. En août 2004, après des mois d'enquête et de procès, le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo a condamné Gui Minhai à 2 ans de prison et 2 ans avec sursis. Mais 3 mois plus tard, le condamné s'enfuyait à l'étranger. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des fugitifs recherchés par la sécurité publique chinoise. Il n'a pas été appréhendé avant de se rendre en octobre dernier. Il déclare regretter sa décision, un choix qui l'a plongé dans la dépression et a fait endurer des années de douleur à sa famille. Je suis un fugitif. Je n'ai pas pu retourner dans mon pays pour voir mes parents. Ils avaient déjà 80 ans. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles de mon père, mort d'un cancer. Ma mère est maintenant gravement malade, cela me fait souffrir. Je veux en profiter tant qu'elle est en vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de me rendre. Je souhaite prendre mes responsabilités et accepter toute sanction. Gui Minhai, qui est un ressortissant étranger, a également appelé à respecter son choix. Retourner dans mon pays et me rendre sont des actes volontaires, sans lien avec qui que ce soit. Je ne souhaite pas que des individus ou des organisations, dont la partie suédoise, soient impliqués ou interviennent à ce sujet. Bien que je sois porteur d'un passeport suédois, je me sens toujours chinois et mes racines sont en Chine. J'espère que mon choix puisse être respecté par la partie suédoise. Je souhaite que mon droit à choisir et celui à la vie privée puissent être respectés et qu'on me laisse faire face à cette question. D'après la police, Gui Minhai fait l'objet d'une enquête puisqu'il est également accusé d'autres activités criminelles. La Chine pourrait connaître en 2016 une explosion des naissances, et ce grâce à la suppression de la politique de l'enfant unique, appliquée depuis des décennies. L'année du singe approche à grands pas et est traditionnellement une période des plus propices pour avoir un enfant en Chine. Mais il semble que les hôpitaux du pays sont loin de pouvoir faire face à la demande et nombre d'entre eux manquent déjà de pédiatres. Reportage. C'est une période d'inquiétude pour les parents. Et beaucoup ont découvert avec effroi que l'un des plus grands hôpitaux de Guangzhou avait supprimé le service d'urgence de nuit de son département pédiatrie. L'un de nos pédiatres vient de partir. 2 sur nos 4 docteurs sont malades en raison de la fatigue et de la pression. Nous avons fait de notre mieux pour faire face à la demande, mais des ajustements ont dû être faits pour garantir la sécurité de nos patients et protéger nos docteurs. Et ces propos ont connu un certain écho dans les hôpitaux de Chine. Plusieurs départements de pédiatrie des services d'urgence de Shanghai ont fermé en raison d'un manque de praticiens, signifiant qu'un tiers des hôpitaux de la ville aujourd'hui ne disposent pas de département de pédiatrie. Di Hua, qui traite des patients issus de la petite enfance depuis 18 ans, déclare que les docteurs sont réticents à choisir cette voie en raison de la très lourde charge de travail. Je dois recevoir des centaines de patients par jour. Je suis si occupé que je n'ai même pas le temps de regarder les parents en face. Les patients ne cessent de défiler et je dois même sauter le déjeuner tout le temps. Et sans pause, je ne peux pas bien penser, ce qui est aussi dangereux pour les patients. Mais ce n'est pas que la charge de travail qui rebute les docteurs. Un salaire très faible n'incite pas beaucoup les diplômés à opter pour cette discipline. Les chiffres montrent que les pédiatres travaillent près de 70% de plus que les médecins des autres disciplines, mais ils sont payés 50% de moins. Un rapport du gouvernement paru en 2015 montrait que la Chine ne disposait que d'un pédiatre pour 2300 enfants. Et ce rapport pouvait être même pire encore dans certaines provinces comme le Henan. Il est dit qu'au moins 200 000 pédiatres supplémentaires sont nécessaires pour faire face à ce manque. Suite à l'arrivée de l'hiver à Shanghai, les parents attendent souvent des heures avant de pouvoir consulter un médecin dans les principaux hôpitaux pédiatriques de la ville. Le problème n'est pas un manque d'installation, car il existe de nombreux hôpitaux pédiatriques dans la ville, suffisants pour satisfaire la demande des habitants et des personnes extérieures. Le problème est que ce sont les plus grands hôpitaux qui possèdent les meilleurs médecins et les équipements les plus modernes. Afin de régler ce déséquilibre, Shanghai a établi un réseau de services pédiatriques qui inclut les hôpitaux de quartier et les centres de santé communautaires.
Le centre de santé communautaire Koumei, dans le district de Minghan, offre des formations de rééducation aux enfants souffrant de maladies du cerveau depuis qu'il est membre du réseau de services pédiatriques de Futan. Avant, les parents de ce quartier devaient amener leurs enfants dans l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, qui est souvent surbondé. Chaque fois qu'on venait, on consultait un médecin différent. Mais pour une rééducation, je pense qu'il est préférable pour mon fils d'être suivi par un médecin régulier, dont il est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir un centre de santé communautaire. Mon fils fait d'énormes progrès et nous pourrons l'inscrire à la maternelle l'an prochain. L'une des inquiétudes des parents est de savoir s'il y a de bons médecins dans les centres de santé communautaires. C'est la raison pour laquelle nous avons passé une année à former des médecins ici. Maintenant, nous venons ici chaque semaine pour donner une mise à jour. L'hôpital Qinshan dans la banlieue sud-ouest de Shanghai fait également partie de ce réseau. L'hôpital offre des soins ambulatoires et des traitements urgents à près de 4000 personnes par jour. Son département pédiatrique soigne plus de 700 patients chaque jour et il s'agit de l'un des départements les plus fréquentés de l'hôpital. Afin d'augmenter le niveau de son équipe, les médecins vétérans de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan sont en charge de la gestion médicale et des principales disciplines. Tous les pédiatres de Qinshan ont reçu une formation à Futan. Ils possèdent également un système de communication en ligne pour discuter des cas avec les spécialistes. Selon le directeur de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, même si l'hôpital gère un nombre important de patients, le changement est remarquable. Nous avons remarqué, pour l'année et demie qui vient de s'écouler, une évidente baisse du nombre de patients dans notre département interne de médecine. Une baisse d'environ 60 000 patients. Dans le même temps, le nombre de patients cherchant des médecins spécialistes a augmenté de 11%. Cela permet aux patients d'être rapidement transférés selon leur situation. Les représentants des centres de santé disent que le réseau est un très bon exemple et ils s'attendent à ce que le nombre de patients continue d'augmenter à l'avenir, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les hôpitaux du centre-ville. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.